Biramda Abeid, bonjour. Bonjour. Vous êtes opposant mauritanien, député, président de Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste et candidat à la prochaine présidentielle dans les prochains mois. Quel est le sens de cette candidature ? En effet, ma trajectoire et la trajectoire du combat que j'ai mené au nom des Mauritaniens contre la monarchie militaire, personnifiée par le régime gabégiste, esclavagiste et raciste de Mohamed Abdelaziz depuis 2008 jusqu'à nos jours, me prédispose à être la seule alternative pour les Mauritaniens contre un système qui a non seulement pillé brader l'économie du pays, brader les richesses du pays, diviser les Mauritaniens, perpétuer les anachronismes comme l'esclavage, comme le racisme, accentuer les possibilités du terrorisme à traverser et investir beaucoup de secteurs de la société mauritanienne. Voilà, donc je suis la seule alternative pour le moment à ce régime. C'est un tableau sombre que vous nous dessinez, mais il n'y a pas eu d'attentat sur le sol mauritanien depuis un grand nombre de temps. Les services de sécurité sont plutôt réputés efficaces, notamment par leurs partenaires français. Le pays est en croissance, les recettes fiscales augmentent dans ce pays quand même. Tout est vraiment si négatif ? Ça relève d'une politique de marketing de ce pouvoir et de ses alliés, notamment en France. Nous pensons que le dernier attentat en 2011 a fait perdre plusieurs soldats à l'armée mauritanienne. Et à quel prix les attentats se sont arrêtés en Mauritanie? À quel prix? On parle de conciliabule et d'accords secrets qui a été dénoncé par le pouvoir. Entre le pouvoir en place, pas suffisamment dénoncé, pas de manière convaincante. Entre le pouvoir et les groupes terroristes, on voit aussi que le pouvoir a cédé beaucoup de portions au pouvoir dans le système aux obscurantistes qui, à l'intérieur de ce pouvoir, appliquent le programme de ces organisations obscurantistes, par exemple. Et ce pouvoir est le premier qui a dépoussiéré la peine de mort sur le blasphème, sur l'apostasie, et qui est maintenant réhabilité. Qui visez-vous, les partis islamistes? Non, je ne vise pas les partis islamiques constitués, je vise le parti de l'IPR qui a intégré en son sein beaucoup d'idéologues, de prêcheurs d'idéologues, de prêcheurs et d'érudits obscurantistes qui mènent la danse des obscurantistes au sein du système. Vous êtes connu avant tout pour un militant anti-esclavage. Les autorités mauritaniennes ne parlent plus d'esclavage. L'esclavage est condamné dans votre pays, mais parlent plutôt de séquelles de l'esclavage. En tout cas, selon tous les rapports internationaux des organisations internationales crédibles des droits de l'homme, comme Amnesty International, Anti-Slavery International, Human Rights Watch, mais aussi des rapporteurs spéciaux du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, la Mauritanie est épinglée comme étant le pays qui contient en son sein le plus grand taux d'esclavage. C'est-à-dire combien? C'est-à-dire, selon ces organisations, 4% à 10%. Mais nous, à l'Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie, on considère qu'il y a au moins 20% de la population mauritanienne qui sont toujours des esclaves. Donc, ce sont des personnes, propriétés d'autres personnes et sur lesquelles s'exercent tous les attributs de la propriété. Mais aussi, il y a les prisons mauritaniennes qui regorgent chaque année de militants anti-esclavagistes pacifiques. Et il y a des procès, 17 procès politiques ont été intentés en moins de 10 ans aux défenseurs des droits de l'homme qui ont été torturés. Donc, c'est la Mauritanie qui fait la guerre aux anti-esclavagistes. C'est la preuve que l'esclavage dérange l'establishment en Mauritanie qui a fondé son mode de vie et son code d'honneur sur l'esclavage. Pourtant, beaucoup de progrès ont été réalisés. Depuis Ould Taya, dans tous les gouvernements successifs, il y a eu des descendants d'esclaves. Ceci n'est pas, même dans la Rome antique, même dans les sultanats
islamique du Moyen-Âge, il y a toujours la confiance pour le chef, pour le sultan, pour certains esclaves qui sont des ministres, des chefs d'état-major, qui sont des hommes de confiance. Mais ceci n'a aucune incidence sur l'esclavage proprement dit. Il y a une tentative de saupoudrage de l'opinion publique internationale. Le fils spirituel de Voltaire, qui est Mohamed Ould Abdel Aziz, a prolongé la politique de ces derniers, qui est une politique de déni et de chasse sans merci contre les militants anti-esclavagistes. Que pensez-vous des derniers propos de l'homme d'affaires mauritanien Bouamatou, qui appelle au rassemblement de l'opposition pour la prochaine élection? J'ai bien accueilli les appels de Mohamed Ould Bouamatou pour un rassemblement, une unité et une vigueur de l'opposition, une détermination de l'opposition face au régime de Mohamed Ould Abdel Aziz, qui est un régime dont ont souffert tous les Mauritaniens, sans distinction d'ethnie, de race ni de catégorie sociale. Vous êtes proche de Bouamatou? Je ne suis pas proche de Bouamatou, je soutiens Ould Bouamatou et il me soutient en réciproque. Nous sommes il vous soutient financièrement, non, votre mouvement? Non, nous sommes dans une tendance d'unité, de rassemblement politique de tous les nationaux, les patriotes mauritaniens, qui peuvent contribuer à la libération de la Mauritanie de cette seconde colonisation qui est faite par un clan autour des chefs de l'État, un clan familial qui a spolié la Mauritanie de toutes les richesses, qui a mis l'économie à terre, qui a divisé les Mauritaniens et qui a terni l'image de la Mauritanie à l'extérieur. Lui-même a fait fortune sous la présidence notamment d'Ould Taya, dont il était proche. Et c'est un personnage controversé. Le pouvoir lui reproche de ne pas payer ses impôts. Et apparemment, les rapports de l'inspection générale d'État vont dans ce sens aussi. Il y a même une plante qui le vise pour blanchiment d'argent en France. Les rapports de l'inspection de l'État mauritanien sous Ould Abdel Aziz sont des rapports politisé. Avant Abdelaziz, politisé, non. Sous Sidi, il y a déjà des rapports qui attestaient de ça. Non, ce n'est pas vrai. Ah bah, je peux vous les montrer. Oui, il n'y a que des rapports politisés au cours desquels l'institution de l'inspection, comme la justice, comme les juges, sont instrumentalisés par le dictateur Mohamed Ould Abdel Aziz pour éliminer ses adversaires politiques. Et la dernière affaire contre Ould Bouamatou a été refusé par Interpol, la police internationale, et le groupe du travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a considéré que c'est une affaire montée de toutes pièces et que la détention du sénateur Mohamed Ould Qadda est une détention arbitraire et cette détention était liée à cette affaire. Mais si j'en crois les auditions de M. Gadet, il a reconnu des financements politiques et servir les intérêts de M. Bouamatou. C'est dans les procès-verbaux de la police. Le premier qui a bénéficié du financement politique de Mohamed Ould Bouamatou, c'est Ould Abdel Aziz, en termes de milliards, lors de sa campagne en 2009 pour les élections présidentielles. Mais il le reconnaît. Le président mauritanien reconnaît qu'il a bénéficié donc des financements. Donc il doit aller en prison. Il doit aller en prison pour avoir bénéficié de financement. Étant donné que les autres personnes qui bénéficient du financement de Ould Bouamatou, on les conduit en prison. C'est lui le premier qui doit aller en prison. Ce qu'il lui reproche après, c'est de s'être servi de ce financement de campagne pour avoir des positions préférentielles dans l'économie mauritanienne et des passe-droits. Mais lui-même, Mohamed Ould Abdel Aziz, s'est enrichi illicitement et de manière insolente à travers la position qu'il avait du temps du dictateur, son maître spirituel, Maouya Sid Ahmed al-Taya. Et il a aussi utilisé sa position en tant que chef de l'État pour s'enrichir et pour enrichir beaucoup de chagrins dont font partie les membres de sa famille, de son clan. Contre l'intérêt des Mauritaniens, il a spolié toutes les richesses des Mauritaniens. Il a même vendu les bâtiments publics en Mauritanie, des Mauritaniens, qui a
transformé en marché au profit de ses enfants, de sa famille et de son clan. Donc, l'économie mauritanienne est à terre à cause d'un pillage systématique. Maintenant, toutes les richesses des Mauritaniens sont privatisées par ce clan dont il est le chef. Quelles seraient vos premières mesures si vous arriviez au pouvoir? Ma première mesure mère, quand j'arrive au pouvoir, c'est d'abord de rassembler tous les Mauritaniens. Tout parti politique, toute organisation de la société civile, tous les compartiments de la société sans exclusion doivent se réunir dans un rassemblement solennel, national, pour penser l'avenir de la Mauritanie à travers le passé désastreux qu'a occasionné la gestion très chaotique, très injuste, très gabégiste de la Mauritanie depuis 1978 jusqu'à nos jours. En dehors de ces gestes politiques, quelle ligne économique et sociale comptez-vous incarner? On vous dit proche de France Insoumise en France. Notre ligne économique et sociale, bien sûr, qu'elle va d'abord se distinguer par le souci des franges les plus exclues, les plus vulnérables de notre société. On va bien sûr, néanmoins, ouvrir la liberté d'entreprise sans oppression. Vous êtes un libéral. Nous allons nous approcher de notre environnement naturel, qui est la CEDEAO, dont nous sommes coupés depuis plusieurs décennies. Vous êtes membre conservateur. Vous avez demandé, le pays a demandé son retour au sein de la CEDEAO. Le pays ne doit pas demander son retour à son environnement naturel, qu'il ne devait pas quitter même. Mais votre environnement naturel, c'est aussi l'Union du Maghreb arabe. Nous sommes de l'Union du Maghreb arabe, mais notre environnement naturel, avec lequel on a des relations commerciales, sociales et humaines très fluides, très naturelles, c'est l'Afrique de l'Ouest. Sans renier notre appartenance au Maghreb arabe et à l'Orient musulman. Biram, merci beaucoup d'être venu nous voir. Je vous remercie.